Voilà, on continue de découvrir ensemble le livre d'Alain Conrard, le directeur général de Prodware, qui s'appelle « Osons, un autre regard sur l'innovation ». Je suis très content de retrouver et d'accueillir Laurent Bigorgne, bien sûr le directeur de l'Institut Montaigne. Laurent, bonjour. Bonjour. Bon, l'Institut Montaigne, un think tank évidemment qui met des idées très fortes sur la place, des idées qui souvent changent d'ailleurs la vision de la société française, créée par Claude Bébéar, on s'en souvient, dans les années 2000, en 2000 je crois. 2000. Ça fait donc 20 ans. Ça fait donc 20 ans, on a 20 ans. On va donc parler de ce livre et notamment de l'impact de l'innovation dans des métiers. On parlera aussi de l'aspect éthique et moral, parce que tout à l'heure, avec Maurice Lévy, on a commencé à aborder le sujet. Et c'est vrai que ce n'est pas un sujet du tout qu'on peut balayer d'un revers de main. Laurent, sur l'impact de l'innovation dans les entreprises, est-ce qu'à l'Institut Montaigne, vous avez des chefs d'entreprise, il y en a 180, 200, qui se montrent inquiets de l'impact que l'innovation rapide pourrait avoir sur leur job? Moi, je rencontre plutôt des chefs d'entreprise qui sont acteurs de l'innovation et pas victimes de l'innovation ou dans la peur de l'innovation. Il y a évidemment des business qui arrivent au bout d'un cycle, au bout d'un cycle de vie et dont on sent bien qu'ils doivent se réinventer ou se transformer. Il y en a. Mais je rencontre majoritairement des entrepreneurs, des investisseurs, des gens en fait qui prennent des risques et qui sont plutôt agants, qui cherchent, parfois qui tâtonnent, parfois qui ont trouvé, parfois qui sont dans des phases de déploiement. Et je dois dire que, pour donner un peu une autre image du capitalisme européen et la française, je trouve qu'il y a des familles, il y a des entrepreneurs un peu isolés, puis qui vont rejoindre des mouvements et qui se donnent énormément de mal, qui consacrent énormément de talents, de ressources, avec leurs équipes aussi, pour trouver des brèches, pour trouver des nouveaux modèles. Et franchement, je vois face à moi des gens qui se développent. D'ailleurs, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on a la chance de travailler avec de plus en plus d'entreprises de taille intermédiaire. Je sais qu'Alain est un des membres du METI, qui est un partenaire, un mouvement des entreprises de taille intermédiaire important pour l'Institut. C'est le président de la commission digitale. C'est le président de la commission digitale. Alors nous, on a beaucoup travaillé sur deux grands sujets qui sont en fait des sujets qui brident l'innovation en France et qui brident l'entrepreneuriat. D'abord, la formation des talents à travers l'apprentissage, parce que l'innovation n'est pas quelque chose qui serait réservé à des bacs plus 5. Je pense que, évidemment, l'innovation, c'est aussi un geste ordinaire, c'est aussi un geste du quotidien. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on dissémine la valeur et qu'on en crée plus. Deuxième sujet, c'est évidemment les impôts de production. Ça nous emmènerait trop loin. Donc, moi, j'ai la chance de côtoyer des investisseurs et des entrepreneurs qui innovent et qui ne se sentent pas victimes des transformations qui, évidemment, sont des transformations qui peuvent faire peur à la société. Bien sûr. Bien sûr. Alors, c'est important ce que dit Laurent Bigorgne, me semble-t-il, cher Alain, parce que on voit bien que la plupart des chefs d'entreprise veulent surfer en prenant la vague de derrière, si j'ose dire, et pas de face. Mais on est dans une période un peu d'instabilité. Vous savez ce que Stephen Jay Gould, dans votre livre, appelle l'équilibre ponctué. C'est-à-dire qu'avant qu'un nouvel ordre s'installe, il faut accepter la déstabilisation, la remise en cause, même s'il y a des résistances au sein de l'entreprise. Oui, tout à fait. C'est la logique, en effet, comme vous le dites, Eric, de la biologie évolutionniste. Et c'est vrai que cette théorie, comme vous le dites, elle définit un ordre qui est stable, et par un événement majeur, celui-ci est complètement bouleversé, et il laisse place à ce nouvel équilibre. Mais ce n'est pas nouveau, on en parle aujourd'hui avec l'innovation et les technologies, mais à travers l'histoire, on a vu avec la découverte du feu, avec la machine à tisser de Jacquard, avec l'imprimerie de Gutenberg, il y avait ces événements qui ont heurté, bouleversé la société, qui étaient plus stables avant. Et donc, j'aurais tendance à dire, il n'y a rien de nouveau au soleil. Quand on prend cette fameuse théorie, et Jay Gould, ce sont les fossiles, donc c'est pas d'hier la théorie, il explique en fait dans sa théorie que l'évolution des espèces n'est pas naturelle, mais fonctionne, avance de manière massive, drastique et brute. Donc nous, ce que l'on doit prendre en compte par rapport à ce changement directif, c'est, comme vous l'avez dit avec la vague tout à l'heure, quelle approche va-t-on avoir de l'innovation au regard de ce contexte qui s'impose de fait, parce que je ne crois pas qu'on peut lutter contre l'innovation. Au contraire, il faut regarder comment l'innovation va être un facteur de progrès, de profit, pas qu'au niveau uniquement économique, mais aussi au niveau de création de valeur à tous les niveaux, pour pouvoir en bénéficier. Et je crois que tout l'enjeu, il est là aujourd'hui, dans cette logique de bouleversement disruptif qui est certain
et qui, en effet, peut inquiéter, et à juste titre parfois. Alors, impact de l'innovation, Laurent, c'est aussi impact sur l'emploi. Alain prenait l'exemple de l'imprimerie de Gutenberg. Ben, on se souviendra, enfin on s'en souvient pas, oui. mais les moines copistes du jour au lendemain, ils se sont retrouvés au chaume nu. Parce que quand l'imprimerie arrive, ils n'ont plus besoin de copier des bouquins pour diffuser le savoir. Et d'ailleurs, le savoir se diffuse beaucoup plus vite, et les inégalités, grâce à cette innovation de l'imprimerie, se réduisent. Exact. Mais l'impact sur l'emploi, Laurent, Alain rappelle dans son livre, mais c'est à la fois connu, mais c'est essentiel de le rappeler, c'est qu'on détruit des emplois, on va en créer d'autres. On ne sait même pas à 10 ans quel type d'emploi on va créer. Comment est-ce qu'à l'Institut Montaigne, dans toutes les publications que vous faites, vous arrivez à appréhender cette évolution de l'emploi avec des formations qu'on ne peut pas vraiment imaginer puisqu'on ne connaît pas les emplois dans 10 ans? Alors, votre métaphore elle est bonne parce que les moines copistes, quand ils ont cessé de copier, d'abord ça a pris un peu de temps, ils se sont mis à réfléchir au texte. Et plus à les lire qu'à les copier. Et ça a donné évidemment le protestantisme et toutes les querelles sur le fond des textes religieux. Et donc on voit bien qu'en réalité, ce processus de transformation, alors l'approche de Schumpeter, vous savez, hein, c'est celle qui consiste à dire qu'on détruit puis on crée, on détruit et on crée, on détruit et on crée en permanence. La destruction créatrice. Exactement. Exact. Cette approche-là, elle est fondamentale. Ce qui rend, à mon avis, la période dans laquelle nous vivons palpitante, c'est qu'on est sur trois grandes failles. Il y a une faille gigantesque qui est quand même le sentiment, on vient d'avoir le mois de septembre le plus chaud de l'histoire de l'humanité, en tout cas depuis qu'on enregistre les températures, c'est évidemment une transformation climatique qui s'impose à nous et qui est un peu, j'allais dire, un défi lancé à l'humanité entière, c'est-à-dire est-ce qu'on va savoir innover et coopérer. Le deuxième sujet, c'est un sujet qui est au travail depuis 20 ans, et je pense qu'on n'est qu'au début et dans les prémices d'une révolution et d'une transformation qu'Alain connaît bien, c'est le digital. Et le digital, il a commencé par changer certains business, la musique, et la musique va connaître plusieurs vagues de transformation, et pas une seule. Et puis, petit à petit, c'est toutes les sphères de la vie. Et aujourd'hui, ce dont on doit parler, c'est l'innovation en santé. C'est ce que peut apporter l'intelligence artificielle, le deep ou le machine learning dont Alain parle dans son livre, sur une industrie qui est celle de la santé, qui est un bien commun. Et par ailleurs, on en parlera, quels sont les enjeux éthiques derrière cela, puisqu'il n'y aura plus de prévisibilité, au fond, dans les maladies qui vont nous toucher. Et vous voyez bien que la prévisibilité est quelque chose qui peut donner à l'être humain, à un moment, un pouvoir de changement, et de changement radical du destin des uns et des autres. Il y a une troisième grande faille, qui est la faille géopolitique. Personne ne faisait de risque pays sur l'Italie il y a 15 ans. Et pourtant, aujourd'hui, sur un malentendu... Peut-être la COFAS. Oui, mais vous voyez bien que ce n'était pas un sujet d'investisseur. Non, bien sûr. Ce n'était pas un sujet central. Et aujourd'hui, c'est devenu, à chaque moment important du calendrier politique ou électoral, tout le monde a un regard tourné vers l'Italie en disant « mais est-ce qu'ils ne sont pas capables de faire sauter la banque ?» J'aimerais qu'on aborde le deuxième thème de cet entretien avec vous, Laurent, et avec Alain, qui est un peu le terme générique de l'éthique. Et la morale derrière tout ça, elle en est où? Et nos big data, ils vont être captés par qui? On voit bien, bien sûr. Non, mais peut-être sur un plus grand... Non, parce que regardez le débat actuel sur la 5G, c'est certes le prix des licences aux enchères pour l'État, mais c'est aussi qui va développer le réseau. Et vous avez vu que le chinois Huawei a été sorti du marché français parce qu'on estime que tout ça repartirait à Pékin et ailleurs. Sur l'éthique et la morale, Laurent, j'aimerais que vous commentiez cette phrase qui, moi, m'a frappé dans le livre, Alain. Mais elle m'a frappé, j'ai presque eu un frisson dans le dos. Sur la morale et l'éthique, page 92, l'innovation fait apparaître les êtres humains comme hors-jeu, car les aptitudes des êtres humains sont limitées là où l'innovation est sans limite. Écrit Alain. On est en plein au cœur du débat. Alors, les êtres humains sont limités, la machine ne l'est pas, mais au secours, on va être débordé, Laurent. On est encore à un moment où l'humain paramètre la machine. Et ce moment va, en réalité, va durer. Je pense qu'il y a des questions de deux ordres. Il y a des questions éthiques, parce que, comme vous le disiez, très très bien, comme c'est expliqué dans l'ouvrage, la data est partout. Elle est partout, que ce soit insidieux, que ce soit su. Et on n'en a pas conscience. Et d'ailleurs, on est des êtres paradoxaux, parce que on va à certains moments se dire « Ouh là là, c'est affreux, il y a potentiellement un risque à tel usage, par exemple, sur mon smartphone ». Et on va accepter, par ailleurs, de donner, sans coup férir, l'intégralité de ces pratiques de consommation ou de ces données à un certain nombre d'opérateurs privés. Et c'est bien la même personne qui a ces deux gestes de prévention vis-à-vis de l'État, et puis j'accepte de tout filer à Amazon.
Il n'y a pas de sujet. Et Amazon finit par tout savoir de moi et peut évidemment se lancer dans l'achat prédictif. Et vous savez que Amazon est réputé avoir des camions qui tournent dans Paris avec des choses que vous n'avez pas commandées mais que vous allez commander. Hein. Donc voilà, dans toutes les grandes métropoles, il en sera un peu de même. Donc on est d'abord des êtres très, très paradoxaux. La data est partout, ce qui veut dire qu'en éducation, en santé, on va être face à un outil extraordinairement puissant dont en réalité on a énormément besoin. Je pense que la data aujourd'hui est une des clés de réponse, par exemple, au problème de l'illettrisme. Et ce n'est pas qu'un problème français, c'est un problème mondial. C'est-à-dire qu'on va mieux connaître et mieux savoir aider un certain nombre de jeunes à 6, 7, 8 ans pour tout simplement les aider à faire et à franchir le pas qui leur manque pour l'acquisition de la lecture, par exemple. Donc la data est partout, il faut qu'on ait une vraie réflexion là-dessus. C'est pour ça que les grandes démocraties se dotent de conseils éthiques. Il y en a un en France, vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Lancé par Édouard Philippe. Exactement, lancé par Édouard Philippe. Et puis il y a un troisième sujet, qui est un sujet politique. C'est la data, c'est aussi un instrument de pouvoir, de domination. C'est un instrument souverain, donc. Par quoi est-ce que cette souveraineté est perturbée ? Et cette question, elle va se poser aussi bien sur la data des individus, elle va se poser sur la monnaie, qui est une donnée comme une autre. Et on voit bien qu'il y a des tensions. Est-ce que la monnaie va rester le privilège des États et des banques centrales ? Il y a des opérateurs qui... Oui, l'émergence des bitcoins et autres... Et on n'est pas dans l'avenir. Et autres monnaies digitales, oui. On y est, là, aujourd'hui. On y est, d'ores et déjà. Et donc, je pense qu'on a à la fois, vis-à-vis des usages, vis-à-vis des transformations d'un certain nombre de grands secteurs, et par ailleurs, vis-à-vis de questions très politiques qui déterminent des espaces de souveraineté, on a là des questions qu'il faut bien, évidemment, serrer, qu'il faut bien dissocier les unes des autres, qui s'interpénètrent et qui sont, à mon avis, les grandes questions que le décideur économique et politique doit pouvoir discuter ensemble. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on ait sur la data, demain, le même type de blocage que, par exemple, le blocage qu'on a eu sur la fiscalité, d'un État qui sait tout, d'un État assez unilatéral vis-à-vis, au fond, de gens qui sont d'abord et avant tout des administrés. Je pense que l'État agile, c'est pas seulement l'État qui se transforme, c'est aussi l'État qui s'est suffisamment consulté pour comprendre, anticiper, mais aussi trouver les bons points d'accord sur Laurent, son territoire. Je vais faire réagir Alain sur les datas, puis ensuite on va revenir sur l'aspect, il appelle ça Alain dans son livre, un contrat de confiance entre la machine apprenante, la machine learning et l'être humain. Mais sur les datas, Alain, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux dans le livre, que je n'avais pas cerné comme ça, que je n'avais pas compris comme ça, c'est que ça va jusque et y compris en inversant le rapport de valeur. Je m'explique. Je n'avais pas vu du tout la chose comme ça. La big data, les datas sont, Laurent l'a rappelé, pléthoriques. Il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout. Jusqu'à présent, jusqu'à cette 4e révolution industrielle, ce qui était rare était cher. Or, la big data, elle est super abondante et elle vaut une fortune. Donc, on inverse jusqu'au rapport de valeur avec le développement de l'intelligence artificielle. Ce qui est très abondant peut être très cher aussi. Oui. C'est innovant. C'est très innovant et ça me fait penser à quelque chose. Quand Satya Nadella, le patron monde de Microsoft, quand il a remplacé Steve Ballmer, il est arrivé sur scène, je m'en rappelle, il a dit « Messieurs, il y a 2 choses importantes dans la stratégie de Microsoft. La data, l'acquisition de la data. Donc le big data et l'IoT. » Parce que une des spécificités de la donnée, très grand nombre de données, il faut savoir qu'aujourd'hui, il est essentiellement permis par l'acquisition de la donnée et l'IoT, donc l'Internet of Things, c'est-à-dire que la data qu'on arrive à capter de manière mobile. Et la grosse révolution par rapport à d'autres révolutions précédentes, elle est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme le disait Laurent, nous sommes scrutés du matin au soir dans nos comportements. Le camion d'Amazon tourne en disant « Vous ne voulez pas commander, mais vous en avez bientôt besoin ». Une innovation réussie aujourd'hui sera une innovation qui aura placé l'utilisateur au cœur du processus de l'innovation. Ça, c'est extrêmement important. Et moi, je parle d'ailleurs de l'usacteur, parce que l'usage... C'est un peu passif, j'ai trouvé que ça ne décrivait pas bien cette notion-là. C'est l'usager qui en même temps est acteur. Qui en même temps est acteur, tout à fait. On avait le consommateur qui veut avoir une action sur la planète, maintenant on a l'usager. On a l'usacteur. Et d'ailleurs, on juge de la réussite d'une innovation des nouveaux usages qu'elle a su créer. L'innovation, c'est ça. Si elle a pu imposer des nouveaux usages, quelle qu'en soit l'utilisation, elle a réussi.
en effet. Alors, on va parler du contrat de confiance entre machine et homme, qui me semble être, moi, vu de mon périmètre, une autre façon d'aborder la question de l'éthique, de l'émergence de cette 4e révolution industrielle que constitue celle du digital. Mais, Alain, moi, j'ai noté quelque chose qui me semble être une contradiction dans votre livre et je voulais vous la soumettre. Dites-moi. Je vais vous dire. Vous écrivez donc que l'innovation fait apparaître que l'être humain est plutôt hors-jeu parce qu'il est limité alors que la machine, elle, n'est pas limitée. Et vous dites plus pas loin... tout à fait ça, monsieur Revel. Au contraire, moi, je ne fais pas partie moi, de... j'ai mis entre guillemets. L'innovation fait apparaître les êtres humains comme hors-jeu car les aptitudes de ces êtres humains sont limitées là où l'innovation est sans limite. Fermez les guillemets, page 92. Alors, Et vous dites juste après, allez-y. L'innovation doit être au contraire être au service des êtres humains. Bien sûr. Alors, bien sûr. Non, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on peut vouloir considérer l'innovation comme une méga machine, en effet, qui ubérise les éléments les plus faibles, les plus lents, les moins efficaces. Si on regarde juste sous ce prisme, il est vrai que l'individu, l'être humain, en est. Il calcule beaucoup moins vite que l'IA, l'intelligence artificielle. Il stocke beaucoup moins et classifie beaucoup moins que le big data, pour faire un vrai parallèle. Et en plus, il est nettement moins bon que le machine learning en analyse prédictive, notamment par rapport à des équations à géométrie variable. Et puis c'est compliqué, et ça va vite le machine learning, parce qu'il, comme on le sait tous, il auto-apprend et il s'enrichit au quotidien. Donc à un moment donné, tous ces éléments-là peuvent faire peur, mais par ailleurs, aujourd'hui, comme l'a dit Laurent de manière extrêmement perspicace tout à l'heure, fort heureusement, aujourd'hui, ce sont encore les hommes qui guident les évolutions des machines. Qui programment les machines. Qui programment les machines, même si aujourd'hui, on peut penser que certaines machines pourraient vouloir, dans une logique un peu qui peut un peu faire peur, vouloir se débarrasser de la pesanteur humaine pour pouvoir avoir un système plus efficace, plus actif et plus rapide. Mais moi, je ne crois pas je pense qu'on est loin de tout cela. Je pense qu'aujourd'hui, au contraire, les réflexions que j'ai essayé d'avoir avec ce livre, c'est d'attirer l'attention d'une large communauté sur les formidables capacités enthousiasmantes de l'innovation au service du progrès au sens large du terme, en sachant, il ne faut pas faire preuve d'un optimisme naïf, qu'il y a de vrais enjeux et de vrais risques qu'il faut savoir en effet gérer dans ce que j'appelle le New Deal, c'est-à-dire la capacité de savoir comment on va s'organiser ou comment on s'organise entre l'homme et la machine pour que les deux choses s'additionnent et se potentialisent plutôt que de créer des schismes qui nous freinent. Est-ce qu'on prend trop de risques avec cette révolution technologique digitale dont on a l'impression qu'elle nous devance et qu'on la suit? Est-ce qu'on prend trop de risques pour nos libertés? Est-ce qu'on joue avec le feu? Est-ce qu'on va, pas un de ces quatre, avoir un retour de bâton en s'apercevant, pardon Laurent, que dorénavant, c'est plus nous qui programmons la machine, mais c'est elle qui nous indique dans quel endroit aller et que faire? Alors, moi, je suis un optimiste convaincu. Alors, la Francis Bacon, vous connaissez la phrase de Francis Bacon, je suis un optimiste désespéré. Voilà, pas mal. C'est un peu ça. Je suis désespérément optimiste. Non, oui, c'est. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a toutes les cartes en main pour pouvoir réussir par rapport à tout ça. Et il y a en effet aujourd'hui, il peut y avoir aujourd'hui en effet des grandes peurs. Mais vous savez, c'est Jacques Attali qui disait dès 2009, qui m'a d'ailleurs fait l'honneur de dire quelques mots à propos du livre, il disait que l'histoire de l'humanité a avancé à coup de grande peur. Alors au début, en mettant bien évidemment des dispositifs affreux, horribles, parce que des boucs émissaires, du totalitarisme, etc. Et que l'homme a toujours su, après, petit à petit, mettre en place des éléments des dispositifs beaucoup plus efficaces qui ont permis de créer une politique de santé collective. Donc moi, je m'inscris en plein dans cette idée. Je pense qu'en effet, il ne faut pas être naïf. Je pense qu'en effet, il y a énormément d'opportunités, mais aussi des risques. Et je crois beaucoup, et c'est pour ça que je suis vraiment extrêmement content que Laurent soit avec nous aujourd'hui, et je crois beaucoup à des travaux menés par des instituts comme l'Institut Montaigne pour pouvoir réveiller un peu tout le monde par rapport à ces sujets-là et être un vrai effet de levier pour faire avancer les choses, parce que c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans un carcan au regard d'autres considérations qui font que c'est très très difficile de faire avancer les choses. Par contre, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, l'innovation n'attend pas. La technologie
et cette révolution par rapport aux autres, c'est un de ces grands différenciants, elle va très vite. Il faut juste qu'elle n'aille pas trop vite. Alain, dans le témoignage que Jacques Attali fait sur votre livre, il dit qu'il ne faut pas se placer sur le court terme, mais bien le moyen terme et le long terme. Ça, Génération future. Il parle de ces grandes peurs qui ont façonné finalement l'inclusion des innovations technologiques ou pas dans le développement du monde économique, Laurent. Mais on dit souvent que l'Europe progresse à partir de grandes crises. D'ailleurs, celle qu'on a vécue devrait lui permettre de faire un bond colossal. Mais sur l'innovation, comment faire comprendre aux populations à qui finalement, vous l'écrivez dans le livre Alain, c'est destiné. On ne fait pas de l'innovation pour faire de l'innovation, on fait de l'innovation pour améliorer. Comment faire comprendre aux gens que la grande peur va passer, que la destruction d'emplois qu'on connaît aujourd'hui va passer, que demain, les choses seront différentes. C'est ça qui est compliqué à faire comprendre. D'abord, l'Europe a énormément progressé à l'occasion de cette crise. Enfin, on n'est pas là pour parler d'Europe fédérale, mais on a franchi une étape décisive dans le champ de la fédéralisation de nos systèmes à travers le plan de relance européen qui doit être adopté. De 750 milliards. Et là, pour une fois, le couple franco-allemand qui a joué un rôle incroyable. Oui, pas que pour une fois. En réalité, c'est un couple qui se retrouve quand tout va mal. On nous l'a servi historiquement, De Gaulle, Adenauer, mais si vous voulez, la main dans la main de Kohl et de Mitterrand, c'était pas un acte économique concret. C'était beau comme image. Hein. C'est un couple qui se retrouve quand il faut, et c'est bien l'essentiel. L'essentiel, c'est de ne pas rater les grands moments. S'agissant de l'évolution... Sur la grande peur, oui, des classes moyennes et des classes populaires face à l'innovation. Je pense qu'il faut aussi acter à un moment ou à un autre que le politique donne ce qu'il peut. Et en réalité, il faut aussi avoir le courage de dire à la société qu'elle doit se prendre en main. Moi, je suis très très marqué par les ouvrages d'Andrew McAfee, parce que c'est des ouvrages dont ce professeur d'économie au MIT qui fixe bien les choses. Il n'y a pas de force plus puissante que celle du marché. En réalité, j'aime bien le terme des acteurs, eh bien, on a des citoyens qui sont des consommateurs et qui votent avec leurs pieds. Est-ce que l'application Stop Covid est une application qui trouve un débouché vers le marché? Non. Voilà. Est-ce que les Allemands font tellement mieux que nous? Oui, ils font 6 fois mieux que nous, mais ils vont toucher 18 millions ou 20 millions de concitoyens allemands versus 3 millions chez nous. Donc ils ont fait un peu mieux. Mais pourquoi ça ne marche pas? Et c'est à partir de ces erreurs, parce que on nie souvent aux politiques le droit de se tromper. Dans l'entreprise, prenez Amazon. Au contraire, bien sûr. Il y a quasiment un devoir de faire des erreurs et d'apprendre des erreurs. Et donc, je pense que le contrat de confiance, si vous voulez, il doit fonctionner dans les deux sens. Je pense qu'aujourd'hui, on a des gouvernants qui sont pris dans l'équation populiste, c'est-à-dire que les gouvernants sont là à dire mais le peuple ne me fait pas confiance, et le peuple dit mais moi je ne fais pas confiance au gouvernant. Et le gouvernant d'ailleurs ne me fait pas confiance. Et on a une espèce de cercle vicieux qui s'auto-entretient. Et je pense que le rôle notamment des entreprises, mais le rôle d'institutions comme l'Institution Montaigne, c'est de dire mais attendez, est-ce qu'on ne peut pas à un moment regarder le mécanisme absolument vicieux dans lequel on est entré et comment est-ce qu'on peut aider à en sortir? Et je pense qu'à cet égard, le marché a un rôle considérable à jouer. Parce que le marché, c'est la force anonyme, c'est la force collective, c'est la multitude. Et me semble-t-il, souvent, les sociétés sont en réalité assez en avance sur nous. Donc vous êtes un pro-blockchain, parce que c'est exactement la définition de la blockchain. C'est que personne ne contrôle rien, c'est la transparence absolue. Donc il faut laisser le marché faire son œuvre. Il faut être capable d'aller regarder là où le marché entretient des failles. Il faut être capable de n'avoir aucune naïveté vis-à-vis des opérateurs sur le marché. Ça, c'est peut-être le principal. Et donc, notre naïveté à nous, Européens, c'est de laisser en fait grandir et se bâtir des monopoles qui sont extraordinairement compliqués à arrêter. Donc là, il y a un travail politique à faire. Mais de toute façon, personne n'est Don Quichotte dans cette pièce. On n'a pas vocation à chercher à se battre contre les moulins à vent. Oui, enfin, il ne faut pas que l'Europe soit le moulin à vent. Il ne faut pas que l'Europe soit plutôt la coquille vide, mais à avancer sur sa mule. Mais nous, notre sujet, c'est véritablement de pouvoir regarder lucidement, sans naïveté, ni, j'allais dire, sans monter sur un tonneau comme les populistes de droite ou de gauche ou d'extrême droite ou d'extrême gauche, à dire, mais vous savez, moi, je suis capable d'arrêter tout ça. Ben non, en réalité, vous n'êtes pas capable d'arrêter tout ça, parce que personne ne peut. En revanche, comment est-ce qu'on peut travailler politiquement, collectivement, à le domestiquer mieux? Il y a un mot que vous avez créé, je pense, que Laurent vient d'employer, qui est le mot d'usacteur, mon cher Alain. Alors, vous avez cette définition, moi j'ai noté, page 172, l'usacteur est un acteur de l'innovation, là où l'usager est plutôt spectateur. Exact. Ça, c'est très important comme définition. Oui, tout à fait. Et je crois que c'est la bonne conclusion. Il ne faut pas être passif. Il faut pouvoir regarder les apports
de cette innovation et de pouvoir, par rapport à celle-ci, regarder comment elle peut nous aider au mieux, sans naïveté aucune. Et c'est ça l'idée. Ne pas être passif, ça veut dire que Confucius est mort, Laurent Birgogne. Cette phrase, l'expérience est une lanterne qui accrochée dans le dos ne sert à éclairer que chemin parcouru. C'est la passivité absolue, l'acquisition de l'expérience. L'innovation, c'est le contraire. Enfin, c'est aussi la sagesse. Aussi dur avec Confucius. Mais bien sûr qu'on doit être sur un mix de sagesse et d'audace. Oui, C'est ce qui caractérise, à mon avis, les grands innovateurs. exact. Il y a ce grain de folie, et puis il y a aussi cette sagesse, parce qu'il y a beaucoup d'humanité dans l'acte d'innover. On innove, bien sûr que parfois on innove porté par des pulsions égotiques. Regardez Tesla. Mais quel innovateur! Et bien sûr. Quel innovateur et quel legacy! Et je pense que les grands innovateurs, ceux qui ont marqué l'histoire des civilisations, des sciences, des techniques, de l'économie depuis assez longtemps, cumulent la sagesse et l'audace. Oui, c'est fini. Ford qui disait choisissez une voiture noire pourvu qu'elle soit noire. Musk, Tesla, il a complètement révolutionné ce concept. On est dans la personnalisation avec l'innovation, mais c'est un autre sujet. On est dans les fameux 4 E, et notamment dans l'émotion, dans l'engagement, dans l'exclusif. En effet, et c'est ça qu'il faut arriver à retrouver, à trouver. Et moi, je fais confiance, comme Laurent, à entre guillemets la condition humaine pour pouvoir autoréguler les choses. Nous sommes tous passés depuis des centaines d'années par des révolutions extrêmement impactantes aussi, et on a toujours su, dans la plupart des cas, au moins les mettre au profit de l'humanité. Donc, il faut continuer, mais il faut se battre pour une innovation au service de l'amélioration de qualité de vie du plus grand nombre. Moi, je pense que c'est important. Pour finir avec Jacques Attali, parler des générations futures, je crois qu'il faut un peu essayer d'être moins court-termiste et de préparer, sans être trop naïf, un peu le monde de demain. Merci Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne. Merci Alain. Merci à vous. Pour ce livre, Osons un autre regard sur l'innovation. Merci beaucoup à tous les deux pour ces échanges. Merci.